Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire des sœurs Walmack. C'est Noël à Civry-Rance, un petit village belge situé près de la frontière française. Partout, c'est la fête. Mais cette joie s'interrompt brutalement lorsqu'un promeneur signale une voiture en flammes. À l'intérieur, 2 corps calcinés, ceux de 2 sœurs, Daniel et Jacqueline Walmack. À leur domicile, les policiers découvrent du sang partout, sur les murs et sur le sol. Que s'est-il passé ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. L'incroyable histoire que je vais vous raconter est celle d'une famille entière frappée de plein fouet par l'horreur. Une terrible tragédie qui s'est nouée un 25 décembre, le jour de Noël. Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence en Belgique, dans la région de Thuin, une bourgade à la fois tranquille et très pittoresque. Alors on est dans un cadre très campagnard, c'est très bucolique. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. La ville de Thuin, voilà, on a la Sambre avec son méandre en plein milieu, donc avec des remparts. Ce sont vraiment des endroits qui sont extraordinairement beaux. Fabien Lavaux, avocat de la défense. Qui sont prisés d'ailleurs par les touristes pour les balades et diverses visites culturelles. Une région rurale et très paisible, à proximité immédiate de la frontière française. Ces personnes qui y vivent sont quasiment frontaliers, puisqu'il s'agit de faire quelques minutes de route pour se retrouver en France. On est limite dans le nord de la France, limite chez les Ch'tis, on a même parfois un peu le même accent, donc effectivement c'est un peu le même style de vie. C'est ici que Jacqueline et Daniel Walmack ont vu le jour, et c'est ici qu'elles ont passé toute leur vie. Ces 2 sœurs, âgées de 54 et 52 ans, sont inséparables, comme s'en souviennent les filles et le mari de Jacqueline. Elles se ressemblaient quand même pas mal, déjà niveau physique. Elles étaient relativement joyeuses. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. Elles avaient un bon contact avec tout le monde. Comme elles étaient les 2 premières filles de la famille. Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Et, elles se sont fort unies l'une à l'autre et elles faisaient tout ensemble, quoi. Entre elles, c'était fusionnel. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline. Ça, c'est... Des sœurs comme ça, je n'en ai jamais vu, moi. Doriane est la fille aînée de Jacqueline. Elle évoque aujourd'hui avec émotion la personnalité très attachante de sa mère. Un caractère très fort, on va dire avec un énorme cœur. Elle avait beaucoup d'amour à donner. Maman, comment est-ce qu'elle pouvait être ? On pouvait tout lui demander, elle était toujours là pour nous aiguiller dans n'importe quoi. Jacqueline Walmack vit donc entourée de ses filles et d'Alain, son mari. À la cinquantaine passée, elle a la chance d'être déjà 4 fois grand-mère. Tout se passe merveilleusement bien dans cette famille, tout le monde est heureux. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. C'est toujours un bonheur pour Jacqueline d'accueillir sa sœur Danielle. Elle se voit très très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Elles ont toujours habité pas très loin l'une de l'autre. Daniel habite Sautin et Jacqueline habite vraiment à proximité. Anne Dauchot, journaliste à la Nouvelle Gazette.
Chez Jacqueline comme chez Daniel, c'est un peu des vies en miroir, des destins parallèles, oui. Sa sœur, Danielle, elle, n'a qu'un seul fils. Il s'appelle Xavier. Et depuis sa plus tendre enfance, elle lui voue un immense amour maternel. Daniel, c'est plutôt une maman poule. Elle a un fils unique qui est tout pour elle. C'est son roi, c'est son prince. C'est un jeune homme qui, certes, en impose par sa carrure physiquement. C'est un beau garçon qui fait 1m90. C'est la fierté de sa maman, c'est sûr. Xavier grandit dans une belle maison du village de Sautin, entouré de sa mère et de son père, Dominique Moriamé. Après une enfance heureuse, il se passionne pour le sport automobile. Au point d'en faire son métier, en devenant moniteur d'auto-école. Et surtout, il partage cette passion avec son père. Ils allaient à la pêche ensemble, ils allaient faire de la moto ensemble, ils faisaient tout ensemble. Alors, il y a une relation entre Xavier Moriamé et son papa qui est une relation tout simplement exceptionnelle. Malheureusement, en 2003, pour Xavier, tout s'écroule. Il n'a à l'époque que 25 ans. Le papa va tout simplement décéder dans les bras de son fils. Et le fils ne va rien pouvoir faire. Et au moment où il appelle les secours, c'est trop tard. Je sais qu'il a très mal vécu apparemment le décès de son papa parce que c'était lui qui était là. Xavier Moriamé ne se remettra jamais vraiment de la perte brutale de son père. Et il fait un choix radical, celui de revenir vivre à Sautin, auprès de sa mère, devenue veuve. Au début des années 2010, il s'y installe avec la jeune femme qui partage sa vie. C'était peut-être confortable, à la fois pour sa maman et pour lui, de garder cette proximité, de rester vivre ensemble. Donc effectivement, depuis le décès de son mari, elle va focaliser l'essentiel de son affection sur son fils. François Dessy, avocat de la défense. En tout cas, c'est une personne qui est aimante, c'est une maman aimante. Avec l'aide de sa sœur aussi, elle va surmonter cette épreuve et remonter la pente. Ainsi s'écoule la vie des sœurs Walmack dans la région de Thuin, en Belgique. Début du printemps 2014. Jacqueline célèbre avec sa fille Doriane le baptême de l'aîné de ses petits-enfants. À l'église, puis lors de la réception, c'est le spectacle d'une famille heureuse et très unie. Un petit mot pour son petit loulou. Je t'aime, mon frère. Jacqueline, la grand-mère du petit garçon, est aux anges. Allez, mamie Jacqueline, un petit mot pour ton petit loulou. Je t'aime. Ce jour-là, Daniel se trouve juste à côté d'elle, un instant de joie et de communion pour les deux sœurs qui ne se sont jamais quittées. Pourtant, à peine quelques mois plus tard, ces belles images du bonheur familial vont brutalement voler en éclats. Nous sommes le 24 décembre 2014. Autrement dit, le soir du réveillon de Noël. Quasiment toute la famille est réunie à Civry-Rance. C'est Jacqueline et Alain qui reçoivent. Comme chaque année, c'est réveillon chez papa-maman, entre sœurs, avec les maris, les petits-enfants. Ma grand-mère qui vivait là aussi. On se retrouve en famille, on se met autour d'une table, on mange, on discute, on rigole, on chante. Un réveillon de Noël, très bien. Danielle, la sœur de Jacqueline, fait évidemment partie des convives. Quant à son fils, Xavier, il passe cette année-là le réveillon de Noël dans la famille de Jennifer, sa petite amie. Après le dîner,
Jacqueline propose à ses invités de revenir déjeuner le 25 décembre. Et tout le monde se fixe rendez-vous au lendemain pour manger les restes. Parce qu'il y a toujours des restes dans ces cas-là. Et vu que ce sont des bons restes, on est dans un contexte très très festif. C'est joyeux Noël à tout le monde. On a le cœur léger, tout va bien. Jacqueline, entourée de sa famille, profite du moment. Doriane s'en souvient comme si c'était hier. Elle est toute pimponnante, avec une belle robe, elle s'est bien coiffée, elle a mis des jolis bas à paillettes. Je la vois sourire dans le fauteuil à côté de ma sœur avec mon fils au milieu, en train de rire avec ma grand-mère, avec nous. Et maman est très joyeuse, comme d'habitude, de recevoir tout le monde, que tout le monde soit autour de la table. Ce n'est que le lendemain matin, 25 décembre 2014, que l'histoire bascule. Vers 11h, Doriane et son mari sont de retour, comme convenu la veille, au domicile des parents. Séverine, l'autre fille de Jacqueline, est également attendue. J'arrive là, papa est levé, on boit une tasse de café et je demande où est maman ainsi que tante Danielle et il me dit elles sont parties vers 9h moins quart. Elles sont parties à Sautin, elles vont pas tarder. Moi j'arrive avec mes enfants, j'arrive avec mon mari. Et là, on me dit qu'elle n'est toujours pas rentrée. Toujours pas de maman. Bon, le temps commence à passer. Au téléphone, à gauche, à droite, dans la famille, sachant que leurs téléphones sont restés sur la table toutes les deux. Les deux sœurs avaient prévu de faire un aller-retour jusqu'à la maison de Daniel à Sautin pour y alimenter la chaudière. Mais à 12h30 passées, toujours aucune nouvelle. C'est tout à fait impensable de rater, ce qui est quand même sans doute un des repas les plus importants de l'année. Donc à 13h, on commence à s'inquiéter, où est-ce qu'elles sont, comment est-ce possible. Surtout que c'était prévu qu'on mange tous ensemble. On a pris ma voiture, on est parti avec ma sœur à Sautin. On a fait un chemin d'un côté, puis on est revenu par un autre chemin au cas où. Pour aller voir si elles n'ont pas eu un accident, parce qu'on s'imagine vraiment n'importe quoi. Et je repars par un autre chemin pour regarder s'il n'y a pas la voiture dans un contrebas ou... Il y a moins de 4 km entre les deux maisons et pas la moindre trace de leur voiture. Quant au domicile de Daniel à Sautin, il semble totalement désert. Pour les deux filles de Jacqueline, pour Alain, son mari, c'est le début de l'angoisse. Je crois qu'à partir de ce moment-là, moi j'étais dans les vapes. J'ai fait l'aller-retour dans tous les sens aussi. On a tout quadrillé par tous les chemins inimaginables et possibles qu'il puisse y avoir pour aller d'une maison à l'autre. En début d'après-midi, les recherches n'ont rien donné. La famille contacte Xavier, le fils de Daniel. A-t-il eu des nouvelles? Sait-il quelque chose? Lui qui se trouve avec sa compagne à un autre repas de Noël. Ma sœur Séverine l'a appelé. Elle lui a demandé s'il avait vu maman et tante Danielle. Pour voir s'il les a pas vus et s'il n'a pas eu de nouvelles, parce que nous autres, on n'en avait pas, donc... Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Il me dit, non, écoute, je suis en train de faire la fête chez tante Micheline et non, je les ai pas vus, j'ai pas de nouvelles, rien du tout. Malheureusement, Xavier n'en sait pas davantage. Jacqueline et Daniel se sont bel et bien volatilisés. À Civry-Rance, plus personne n'a le cœur à ce repas de Noël. On ne mange pas, on n'a pas faim, on s'inquiète. C'est pas normal. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. Le jour de Noël, elle ne nous aurait pas laissé comme ça en plan, surtout si elle savait qu'on venait. On a téléphoné à la police. La police nous a dit qu'on ne pouvait rien faire, étant donné qu'il n'y avait pas 24 heures minimum de disparition. Les sœurs Walmack étant des adultes, donc des majeurs, impossible pour les policiers de lancer quoi que ce soit avant le lendemain. Au même moment, le journaliste Frédéric Dubois assure la permanence de Télésambre, la principale chaîne de télévision régionale.
Vers 16h, je suis appelé par un contact qui me dit voilà, il y a une voiture en feu dans le bois de Ranly. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. Je rigole un peu au nez parce qu'une voiture en feu à 50 km de chez moi, il me dit oui, mais je pense que tu devrais venir quand même parce qu'il est possible qu'il y ait un ou des corps dans la voiture. Il s'agirait d'un ou deux corps carbonisés retrouvés à l'arrière de cette voiture. 1 heure plus tard, le journaliste arrive à Ranly, tout près de Sautin. On est au crépuscule à ce moment-là et au loin, on aperçoit un peu de fumée, des volutes de fumée qui s'échappent au-dessus de l'orée du bois. Au moment où on voit la juge d'instruction descendre sur place avec les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, voilà, quand on voit arriver la cavalerie, comme on dit, là c'est clair qu'on sait qu'on est sur une affaire criminelle, clairement. Alors que les forces de l'ordre quadrillent déjà tout le secteur, à Civry-Rance, c'est la stupéfaction. Les filles et le mari de Jacqueline voient soudain débarquer la police locale. On est un peu abasourdis en se disant tiens, ils arrivent quand même vite pour quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, quoi. Ils arrivent quand même, malgré soi-disant qu'il fallait attendre 24 heures. Ils nous demandent un petit peu des renseignements sur ci, sur là. Les policiers veulent connaître une chose en particulier, le numéro d'immatriculation de la voiture de Jacqueline. Ce véhicule que la famille recherche depuis la mi-journée. On se demande pourquoi on nous demande la plaque. Et puis peut-être que c'est pour la rechercher. On ne comprend pas et on ne sait rien. Mais vers 19h, j'ai dit que si on avait besoin de moi, que je reviendrais, mais que j'allais donner le bain à mon petit garçon et lui donner son biberon. La nuit vient de tomber ce 25 décembre lorsque Doriane, de plus en plus inquiète, quitte le domicile de ses parents. Alors qu'elle roule depuis à peine quelques minutes, elle tombe sur un véritable déploiement de forces de l'ordre. Je vois les policiers et toutes ces personnes qui courent dans tous les sens. Tout est bouclé, il y a des gyrophares partout. Mon mari fonce dans les barrières. Là, il se fait attraper par 2 policiers qui lui disent que s'il ne se calme pas, on va le colçonner. Malgré la confusion, impossible d'en savoir davantage. La police refuse de dire quoi que ce soit à la famille. On se croirait dans un film, tout simplement. Il faut le vivre pour y croire, en fait. Et on ne les a pas trouvés. Donc, et après, moi, je sentais que ça n'allait plus. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline. Comme un pincement au cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal. Le fait qu'elle ne soit pas rentrée, il y avait toute cette police autour de Sautin, on comprend rien. Alors que se passe-t-il ? Pour quelle raison la police veut-elle l'immatriculation de la voiture de sa mère ? Et pourquoi on ne leur dit rien ? Forcément, Doriane imagine le pire. Je suis cloîtrée là chez moi et je ne sais pas quoi faire. Je me vois assise sur ma pierre de porte en train de fumer ma cigarette, regardant les étoiles en me disant « Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu vas bien, que c'est pas toi. » Ce que Doriane et les siens ne savent pas encore, c'est que les investigations viennent de faire un spectaculaire bond en avant. Car la police est sur le point de toucher au but. Même si la plaque d'immatriculation a été détruite par le feu, le modèle de la voiture, lui, est bien reconnaissable. Et c'est donc à partir du numéro de châssis qu'ils parviennent à identifier la propriétaire de cette voiture. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. C'est Jacqueline Walmack. Madame Jacqueline Walmack, qui justement avait été signalée disparue avec sa sœur dans la journée par ses proches. Elle habite dans le coin, donc... Anne Dauchot, journaliste à la Nouvelle Gazette. Vraiment à 5 km de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Tandis que la famille reste plongée dans l'angoisse, les policiers foncent vers le domicile de Daniel à Sautin. C'est là que les 2 sœurs devaient se rendre le matin de Noël lorsqu'elles ont disparu. Du côté de la voiture,
on ne peut plus rien en tirer. La seule chance de pouvoir trouver d'autres pistes d'un point de vue scientifique, c'est de fouiller la villa. Au moment où ils enfoncent la porte, les enquêteurs sont bien loin de se douter de ce qui les attend à l'intérieur. Il y a vraiment du sang partout. Il y en a sur les murs, il y en a également sur les plafonds. Dans la maison de Sautin, c'est une vraie scène de massacre. On voit bien que c'est une scène de crime et on peut même dire qu'il y a eu 2 scènes de crime. 2 endroits où des scènes d'une extrême violence se sont produites. C'est d'une part dans le salon et dans une chambre à l'étage. Au rez-de-chaussée, mais aussi au premier, il y a une quantité impressionnante de sang. Aussitôt, les policiers s'interrogent. Ce sang appartient-il aux sœurs Walmack? Est-ce bien leur corps que l'on a retrouvé dans la voiture incendiée? Il y a 2 corps dedans et la famille s'inquiète de l'absence des 2 sœurs qui ont disparu de manière absolument impromptue. On a 2 scènes de crime dans la même maison, donc clairement, ils se disent que les 2 corps qu'il y a dans la voiture, ce sont les 2 sœurs Walmack. Les techniciens en identification criminelle sont déjà à la recherche d'ADN à partir de ces nombreuses traces de sang. Les hommes de la police judiciaire, eux, procèdent aux premières constatations. Et il y a du désordre, comme si on avait fouillé les lieux, comme s'il y avait eu un cambriolage qui avait mal tourné. Puisqu'il y a des meubles qui sont retournés, il y a des décorations qui sont cassées. On peut très bien imaginer que les sœurs Walmack surprennent des cambrioleurs. Les cambrioleurs eux-mêmes sont surpris, attaquent de manière très violente les sœurs, les tuent et s'en vont sans rien voler. C'est le tout premier scénario envisagé. Et avec de telles quantités de sang dans la maison, la police imagine un double meurtre possiblement commis à l'arme blanche. Maintenant, la question est de savoir comment peut-on être d'une telle brutalité, comment peut-on être aussi violent, être aussi barbare, j'ai envie de dire. Aucun cambrioleur ne prendrait la peine, la précaution de faire disparaître les corps, de les mettre dans une voiture, d'y mettre le feu. Comment un rôdeur, un cambrioleur peut-il en arriver à un tel extrême? Là, on ne comprend pas. Un crime violent, un véhicule en feu et ces 2 corps calcinés, les enquêteurs émettent une nouvelle hypothèse, celle d'un double homicide perpétré par les milieux du crime organisé. Là, on se dit, ouf, règlement de compte. Quelqu'un qu'on assassine, qu'on met dans un coffre, une histoire de drogue ou autre chose. Maintenant, les sœurs Walmack sont des dames tout à fait avenantes. Rien à voir avec la pègre, rien à voir avec quelque trafic que ce soit. Ce sont des citoyennes absolument normales. Alors, que signifie ce double meurtre particulièrement sauvage? Qui a bien pu s'en prendre à Daniel et à Jacqueline? Pour la police belge, c'est le début d'une enquête retentissante. Nous sommes le 26 décembre. Voilà 24 heures que les proches des sœurs Walmack sont au supplice. Et toujours aucune information de la police. C'est par les médias qu'ils vont tout apprendre. On sait bien qu'il leur est arrivé quelque chose, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. Et on doit continuer à vivre dans le doute. La télé nous annonce bien qu'en fait, c'était 2 corps calcinés qui ont été retrouvés. Je ne souhaite à personne de vivre cette chose. On se croirait dans quelque chose d'irréel. Dès lors, il n'y a plus de place pour le doute. En quelques secondes, Alain, le mari de Jacqueline et ses filles, réalisent que plus rien dans leur vie ne sera comme avant. Chaque fois qu'il y a un truc qui va bien, je pense merci Jacqueline. Ah.
Mes enfants sont anéantis. Moi, je suis plus qu'à terre. Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Et mon mari qui essaye de me relever le plus possible. Moi, je suis restée à la maison, en dépression. À l'heure où la famille de Jacqueline et Daniel entame son deuil, l'impensable nouvelle se répand. En particulier, parmi les habitants de Sautin, ce hameau où le massacre s'est déroulé. C'est un Noël exceptionnel dans le très très mauvais sens du terme, parce qu'on est dans un village où il ne se passe rien, le bouche à oreille fonctionne très vite et c'est la sidération chez tous les habitants. La population est sous le choc. 2 mères de famille sans histoire, tuées le jour de Noël dans des circonstances effroyables. Une véritable psychose s'installe. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Xavier Moriamé, le fils de Daniel, est à son tour foudroyé. Il était absent de la maison familiale de Sautin ce 25 décembre. Et lui non plus ne comprend pas comment cela a pu se produire. Police fédérale de Charleroi, le 26 décembre 2014. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi un tel carnage ? Pour mieux cerner le profil des victimes, les enquêteurs commencent par interroger Xavier, le fils de Daniel, et sa compagne, Jennifer. Elle était éperdument amoureuse de Xavier Moriamé. Ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. C'est un beau petit couple, quoi. Ils vont bien ensemble. Face aux policiers, le jeune couple est totalement effondré. Xavier déclare que lui et Jennifer n'ont rien remarqué de suspect, d'autant qu'ils étaient loin des lieux du crime ce fameux jour de Noël. Alors que Daniel, sa mère, se trouvait chez sa sœur, il raconte avoir fait une longue balade à vélo avant de se rendre directement à son déjeuner. Il est chez des amis, il est à un repas de Noël avec Jennifer, tout à fait normalement, dans une grosse ambiance, voilà. Il a fourni un alibi que les enquêteurs vérifient. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. Elle est corroborée par les gens avec qui il était. Ce qui n'empêche pas les policiers de prélever leur ADN pour vérification. Ils demandent aussi à Xavier et à Jennifer de rester à leur disposition dans l'attente du résultat des expertises génétiques et de celles liées à leur téléphonie. Au tour maintenant de Séverine et d'Oriane d'être interrogées. Après avoir prélevé leur ADN, les policiers démarrent leurs auditions. Et tout de suite, elles dressent un drôle de portrait de Xavier, leur cousin germain qu'elles côtoient depuis l'enfance. C'est un enfant roi. Il avait tout ce qu'il voulait. Il rêvait, il l'avait, c'est tout. Il était très capricieux, il ne fallait pas casser ses affaires, ça il le faisait bien comprendre. Donc c'était un peu monsieur, je n'ai peur de personne. Il avait plutôt ce côté prétentieux, plus à montrer qu'il était là. Un peu frimeur, oui. Les cousines ajoutent que depuis la mort de son père, Xavier s'était installé chez sa mère en compagnie de Jennifer. Une vie commune dont le jeune couple semblait se satisfaire. C'est un peu un Tanguy qui revient et je m'installe. Maman fait un peu la boniche de la maison puisqu'elle s'occupe de la maison, s'occupe du linge. Elle devait payer l'électricité, elle devait payer l'internet, c'est à elle à tout payer en fait. Et d'après ses nièces, Daniel, la propriétaire des lieux, trouvait que cette situation s'éternisait. D'autant que Xavier, son fils, avait une passion très coûteuse. Il dépensait des fortunes dans la pratique des sports automobiles. Il a une passion évidente pour les bolides. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. Pour les voitures qui vont vite. Il faisait du rallye, oui. Monsieur aimait bien les voitures, mais bon, il faut trouver l'argent. Il
faut payer une auto avec autant de chevaux. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline. Et puis mettre les pneus, et puis mettre les jantes, et puis ça coûte, hein. Ces rallyes automobiles sont un véritable gouffre financier pour Xavier Moriamé, même s'il gagne très correctement sa vie comme moniteur d'auto-école. Effectivement, il a un métier, il pourrait fonder un foyer ailleurs, mais je pense qu'il convoite la maison où son père a vécu. C'est un endroit qui est magnifique. Fabien Lavaux, avocat de la défense. Plein de souvenirs pour lui. Ce sont les souvenirs de son papa, c'est la maison familiale, il est fils unique. Le tableau dépeint par la famille a de quoi interpeller la police. D'après les proches, la cohabitation se dégrade progressivement, à tel point que le fils et sa mère doivent trouver un compromis. La maison est cloisonnée, divisée en deux parties. Il y a une partie qui est occupée par Xavier et sa compagne, et il y a une partie qui est occupée par la maman, et donc ils décident ainsi de se partager, si je puis dire, l'héritage familial. C'est une propriété qui est grande, et donc l'idée de dire on en fait deux habitations est une idée de départ qui est bonne. Malheureusement, les témoins sont formels. Entre Daniel et le couple formé par Xavier et Jennifer, les motifs d'accrochage se multiplient. Il rentre, les meubles sont changés de place. Le courrier est ouvert. On va sur les comptes bancaires. On change la décoration. Et donc, effectivement, les intrusions, je dirais, quotidiennes. François Dessy, avocat de la défense. Dans un sens comme dans l'autre, peuvent amener et faire jaillir des difficultés éventuelles. Il accuse sa maman de le harceler, d'être sans cesse sur son dos, alors que lui a envie aussi d'avoir son indépendance et de pouvoir mener sa vie telle qu'il l'entend. Les policiers s'interrogent. Xavier s'est-il disputé une fois encore avec sa mère ce matin-là? La situation aurait-elle dérapé? Serait-il en train de leur cacher quelque chose? On a des suspicions sur Xavier parce qu'on sait que les relations entre Xavier et sa maman sont très conflictuelles. Les disputes sont fréquentes, elles entraînent même des voies de fait. La police doit intervenir. Il y a un dossier qui est ouvert au parquet, un dossier de coups. Il avait déjà levé la main sur sa maman plusieurs fois. Elle en avait très peur. Et voilà, on savait très bien qu'il pouvait être violent par moments. Daniel avait même déposé plainte contre son propre fils pour coups et blessures. Quand ils retrouvent effectivement cette plainte dans leur fichier, les enquêteurs se concertent. Serait-il enfin sur la bonne piste? Il y a quelque chose qui est allé crescendo, une espèce de guerre froide qui par la suite est devenue une guerre ouverte avec des réactions qui étaient totalement volcaniques. On a effectivement l'impression d'une cocotte minute qui va chauffer jusqu'au moment où ça explose. Disputes sans fin au sujet de la maison, différends liés aux factures, violences physiques. Alors que la situation empirait, Jacqueline, la sœur de Daniel, avait pris les choses en main. Vu l'ambiance, vu dans quel état ma tante se retrouve, maman lui propose de venir vivre à la maison. Mais au départ, c'était pas la joie, mais ça s'est vite revenu, quoi. Les deux sœurs, hop, réunies, ça donne un coup de boost, comme on dit. Hein. Elle était radieuse. Elle était plus sereine que quand elle était chez elle, quoi. Elle était beaucoup plus apaisée, oui. Elle se sentait beaucoup mieux à la maison. Par crainte de son fils, Daniel avait trouvé refuge chez sa sœur. Pour les enquêteurs, voilà une information capitale. Et surtout, 2 semaines avant sa mort, elle avait fait une annonce fracassante. Ce jour-là, tante Daniel a crié bien haut et fort que c'était terminé. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. Qu'elle allait mettre en place les procédures pour le faire mettre dehors. Elle décide de prendre une mesure assez drastique, à savoir faire partir son fils de la maison familiale et donc demande à ce qu'il soit expulsé. Pour moi, c'est la logique parce que je pense que le fils n'a rien à faire chez la mère.
alors que c'est sa maison à elle. Je ne pense pas qu'elle veuille tirer un trait sur son fils, mais c'est invivable. C'est plus possible de vivre dans des conditions pareilles. Le 16 décembre 2014, soit 9 jours avant la tuerie, tout s'accélère. Xavier Moriamé et Jennifer Canout reçoivent un avis d'expulsion dans leur boîte aux lettres. Ce qui évidemment va remettre de l'huile sur le feu, plutôt que d'apaiser les choses, remettre une tension sur cette vie familiale qui est déjà compliquée. Ça a été un élément déclencheur, peut-être vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Xavier Moriamé. Du côté des enquêteurs, un mobile se dessine. Cette guerre entre Daniel et son fils avait atteint de telles extrémités que tout semblait possible. Mais jusqu'à quel point ? Commissariat de police de Charleroi, le 31 décembre 2014. À l'heure où la Belgique s'apprête à célébrer le Nouvel An, toutes les investigations se concentrent désormais sur Xavier Moriamé. Lors de sa première audition, il avait affirmé avoir fait une balade à vélo sans repasser par la maison de Sautin. Mais l'examen de ses bornages téléphoniques est sans appel. Il aurait menti sur son emploi du temps le jour du drame. Il est soi-disant parti avec sa copine chez des amis pour le repas de Noël. Anne Dauchot, journaliste à la Nouvelle Gazette. Mais finalement, le bornage montre qu'il était à la maison de Sautin vers 10h05 du matin. Donc voilà, l'histoire du bornage, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son alibi vient tout simplement de s'effondrer. Et lorsque les policiers reprennent l'enquête de voisinage, c'est le coup de théâtre. Un riverain affirme avoir reconnu la silhouette de Xavier. Selon lui, il était au volant du véhicule qui sera retrouvé incendié à quelques kilomètres. Il y a un témoin qui aperçoit la Clio de sa tante qui part vers 10h30. Donc on sait que tout s'est passé entre le moment où Xavier est revenu de son tour à vélo et le moment où la voiture s'en va, puisque forcément, c'est ni Daniel ni Jacqueline qui sont au volant. Ça veut dire que pendant ce laps de temps de 25 minutes maximum, il y a eu le massacre. Pour les enquêteurs, voilà peut-être le nœud de toute cette histoire. Mais ces 25 petites minutes constituent un créneau horaire très court. Dès lors, une autre hypothèse émerge. Xavier a beau être quelqu'un de costaud, 1m80 et assez balèze. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. Tout seul, porter un poids mort, c'est pas possible sans traîner au moins les pieds avec le sang qui dégouline. Une trentaine de minutes pour les mettre dans la voiture, aller jusqu'au bois qui est à 3 ou 4 kilomètres, mettre le feu, revenir. C'est quasiment impossible qu'il ait agi seul. La conviction des policiers paraît scellée. Si Xavier est bien impliqué, il a forcément reçu l'aide de quelqu'un. Pourrait-il s'agir de Jennifer, sa compagne ? Alors qu'ils envisagent cette éventualité, les résultats des expertises ADN viennent enfoncer le clou. La police scientifique découvre évidemment toutes ces taches de sang, mais il y a des traces de pas aussi, qui sont possiblement celles qui appartiennent à Xavier Moriamé. Et on retrouvera également du sang appartenant aux victimes sur le vélo de Xavier Moriamé. L'ADN de Xavier est surtout localisé sur les 2 scènes de crime. Dans le salon où sa mère a été tuée à l'arme blanche, mais aussi dans la chambre à l'étage où sa tante a été massacrée à son tour. Des traces ADN qui sont mélangées au sang des victimes. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. Ce qui permettra quelques jours plus tard d'avoir des preuves que Xavier Moriamé est bel et bien lié à ce meurtre. Toutes les analyses, elles sont revenues chez les enquêteurs. Les enquêtes de voisinage, la téléphonie, l'ADN. Et donc, l'étau se resserre autour du couple, autour de Jennifer et de Xavier. Le 15 janvier 2015,
l'enquête s'emballe. 3 semaines après le double crime, Jennifer est interpellée par la police fédérale. Et alors qu'ils se rendent chez Xavier, surprise, il a disparu. Manifestement, il a pris son vélo et il a tracé. Il a traversé la frontière, il est arrivé en France et là, on perd sa trace. Ça peut être assimilé effectivement à une cavale. Maintenant, partir en cavale à vélo, ça ne permet pas d'aller très loin non plus. Il part vraiment avec les moyens du bord, c'est-à-dire il ne pense pas organiser une cavale. Fabien Lavaux, avocat de la défense. C'est pas dans ses gènes, c'est pas dans sa nature et il n'a rien pensé. En plein hiver, cette fuite improvisée prend fin moins de 48 heures plus tard. Visé par un mandat d'arrêt international, Xavier Moriamé, épuisé, finit par se livrer à la gendarmerie française. Il est extradé quelques jours plus tard pour être remis à la police belge. Commissariat de Charleroi, fin janvier 2015. Pour les enquêteurs, c'est l'heure de vérité. Placé en garde à vue, Xavier met tout de suite en cause Danielle, sa mère. Il collabore totalement, malgré le caractère pénible. Il dit qu'il avait subi dans sa vie pas mal de frustrations. Frustrations dont la maman était pour l'essentiel responsable. Alors il fait 1m90, il est athlétique, mais dès que sa mère hausse le ton, c'est quelqu'un qui se tait, qui courbe l'échine et qui dit « oui, maman ». Et Xavier Moriamé va plus loin encore. Il pointe cet événement traumatisant qui serait à l'origine de sa relation si compliquée avec sa maman. Il y a un épisode dramatique dans la vie de Xavier et dans la vie de Danielle, c'est le décès du papa. Xavier était seul avec son papa à ce moment-là et il pensait que sa mère lui en voulait de ne pas avoir appelé les secours assez vite. Et dès le moment où ce papa va partir dans des circonstances tragiques, cette maman va faire porter à son fils la responsabilité de ce décès alors que ce fils était déjà dans la douleur. Face aux enquêteurs, Xavier continue son récit. À compter de leur installation dans la maison avec Jennifer, les rapports avec sa mère seraient devenus réellement exécrables. Et c'est dans ce contexte que le 16 décembre, il reçoit ce fameux avis d'huissier lui signifiant la procédure d'expulsion, en plein préparatif des fêtes de Noël. Le conflit avec sa mère aurait alors atteint, selon lui, un point de non-retour. Cette période de Noël, je pense, au niveau sentimental, affectif et émotionnel, ne va rien arranger. À cette période de fête, tout est à fleur de peau. Sautin, le 25 décembre 2014. Il est précisément 10h05 lorsque Xavier rentre de sa balade matinale à vélo. Et voilà ce que le suspect raconte devant les policiers. Il revient de son petit tour à vélo, il voit la porte de la villa du côté de sa maman qui est entrouverte. Il dit qu'il a vu la porte chez sa maman ouverte, qu'il est rentré et qu'il est tombé sur sa maman qui était très énervée. Cette dispute entre Danielle et son fils va beaucoup plus loin que les précédentes. D'après Xavier, c'est là que sa mère aurait fait le geste de trop. Sa maman va se munir à un moment donné d'un couteau, ce qui va, contrairement à ce qui s'est toujours passé au préalable, déclencher une réaction de furie. Ce qu'il explique, c'est que, oui, ok, il a tué sa mère, mais c'est parce que elle avait un couteau, elle le menaçait, elle voulait lui faire du mal, il a fait que se défendre. À partir de là, après des mois de haine accumulée, Xavier explique avoir totalement perdu le contrôle de lui-même. Lui va prendre un autre couteau. Et donc les voilà tous les deux armés. Et pour la première fois de sa vie, il va porter des coups à sa mère et la poignarder. Il dira qu'il a vu le démon dans le visage de sa maman. Il y a un véritable déchaînement sur le corps
de cette femme. Mais cette femme, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est sa maman, c'est celle qui lui a donné la vie. Affolée, sa tante se réfugie à l'étage. Pour Jacqueline, c'est la terreur à l'état pur. Elle a très bien compris ce qui vient de se passer dans le salon. A priori, elle a tout entendu. Évidemment, il monte à l'étage et il saisit un chevron. Il la tue à coups de chevron, donc plusieurs coups sur la tête, il lui défonce le crâne, clairement. Il la martèle à mort. Tant et si bien qu'à un certain moment, il dira aussi que le crâne de sa tante était complètement défoncé. Xavier Moriamé vient de reconnaître le double meurtre. D'abord celui de sa maman, puis à quelques secondes d'intervalle celui de sa tante. Les policiers n'en reviennent pas. Après ce parricide, comment peut-on ensuite, de manière très froide, exécuter une personne qui vous est très proche, la sœur de celle qui vous a donné la vie? Il est dans un état de panique, il ne sait pas trop quoi faire, et donc que fait-on? Alors que fait-on? Il n'y a pas 36 possibilités. Ce matin du 25 décembre, il y a 2 cadavres. L'un au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. Xavier Moriamé poursuit sa terrible confession. Dans son esprit, tout se serait enchaîné très vite. Soit on appelle les services de police, ou soit on essaye de masquer la bêtise qu'on vient de faire, qui est une fameuse bêtise puisqu'il s'agit d'un double crime et c'est la réaction première qu'il va avoir. Donc il repart dans sa partie privative, il va chercher sa compagne Jennifer Canotte et il dit « J'ai réglé le problème avec la vieille, viens m'aider ». Je veux me débarrasser des corps, je vais les mettre dans l'auto. Anne Dauchaud, journaliste à la Nouvelle Gazette. Je vais aller brûler la voiture, il faut m'aider pour les mettre dans le coffre. Jennifer, elle, est interrogée dans un bureau séparé et le récit qu'elle livre de la scène a de quoi faire froid dans le dos. Elle raconte avoir agi tétanisé tel un automate sur les ordres de Xavier. On la jette littéralement sur une scène de crime à laquelle elle n'a jamais assisté. François Dessy, avocat de la défense. Et elle était à 1000 lieues d'imaginer que la situation aurait pu conduire à de telles extrémités. Et donc là, Jennifer Canotte, elle découvre les corps, le sang. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle va d'abord vomir aux toilettes. Et tous les deux vont s'organiser, si je puis dire, pour essayer de dissimuler toutes les preuves et embarquer les corps. Ensuite, dit-elle, ils auraient chargé ensemble les 2 cadavres. Face aux policiers, Jennifer reconnaît avoir suivi Xavier en voiture jusqu'au bois de Ranly. Il est allé dans un endroit reculé et il a mis le feu à ce véhicule tout simplement. Elle a un rôle évidemment important post-mortem. Elle va lui fournir le bidon d'essence qui va permettre de mettre le feu à la voiture. Pour le reste de la famille, ces révélations font l'effet d'une bombe, car Séverine n'a pas oublié ses échanges avec Xavier, son cousin. C'était le 25 décembre, juste après la mise à mort des 2 femmes. La colère monte parce que, tu te rappelles, ce coup de téléphone où il a fait vraiment semblant de rien, alors que... Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Il nous a fait ça le jour de Noël, quoi. Et après, il me dit, je te souhaite un joyeux Noël et joyeux Noël à toute ta famille. Alors, quel serait le mobile? Pourquoi Xavier a-t-il sauvagement tué sa mère? Pour ses cousines, pour son oncle, la réponse paraît limpide. Puisqu'il voulait la maison, on repense aux démarches administratives que ma tante a faites. D'ailleurs, j'ai dit à la police. Je suis sûr que c'est lui. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline. J'avais raison. Hein. Je sais pas, ça me fait même du mal d'en parler parce que sinon... On ne peut pas imaginer des choses pareilles. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. J'ai ressenti énormément de colère. Énormément de colère. Mais il y a
autre chose qui scandalise les membres de la famille Walmack. Pourquoi Xavier a-t-il accablé sa mère pour tenter de justifier son acte monstrueux? Le tissu de mensonges qu'il peut raconter par rapport à ma tante, des absurdités incroyables, c'est la pire des mères qu'il ait pu avoir, quoi. La plus mauvaise qui pouvait exister, c'était elle. Il a eu la pire des enfances possible. C'est aberrant. À l'issue de sa garde à vue, Xavier Moriamé est inculpé du double meurtre sans préméditation de sa mère et de sa tante. Il est aussitôt incarcéré. Pour ses deux cousines, la justice doit maintenant passer. On attend tous qu'il soit puni en tant que tel, même si on pense que puni à vie, ça serait pas possible, mais qu'il ait le maximum. Le plus longtemps en prison, quoi, parce que tuer 2 personnes, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Jennifer Canout, elle, se voit poursuivie pour modification de scène de crime et recel de cadavres. Elle est placée également en détention provisoire. Voilà l'affaire de la tuerie du Réveillon, enfin élucidée. Dès lors, Fabien Lauveau, l'avocat de Xavier, n'a plus qu'un objectif, faire tout ce qui est possible pour lui éviter la peine maximale, soit 30 ans de réclusion criminelle. Il faut quand même se rendre compte que le risque pénal pour lui est vertigineux. Fabien Lavaux, avocat de la défense. L'enjeu était très important et il s'agissait d'aller relayer les aveux qui ont été formulés et d'obtenir de larges circonstances atténuantes. Alors cette ligne de défense tiendra-t-elle le choc face à l'horreur de son double crime? Xavier Moriamé échappera-t-il, oui ou non, à une très lourde condamnation? Tribunal de Charleroi, le 13 novembre 2017. Presque 3 ans ont passé depuis les meurtres de Jacqueline et Daniel Walmack. Xavier et Jennifer savent qu'ils risquent gros et la presse est au rendez-vous. Poursuivi pour parricide, un des actes les plus graves du code pénal, mais aussi pour meurtre et recel de cadavres, Xavier Moriamé a été entendu pendant plus de 2 heures cet après-midi. Pendant que Xavier fait le récit de ce 25 décembre sanglant, les autres membres de la famille lui font face depuis le banc des parties civiles. Et leur colère est intacte. J'aurais pas accepté ses excuses. Ses excuses, il peut se les garder. Il baisse les yeux. Il passe devant nous, mais il baisse les yeux parce qu'il est obligé de passer par la porte qui est juste à côté de nous. Il est resté assez froid. Il n'a pas vraiment regardé du côté des parties civiles. Il y avait même sa grand-mère qui était là. Elle était en chaise roulante, elle était vraiment près de lui. Et donc son petit-fils avait tué ses 2 filles. C'était insoutenable. D'emblée, Xavier Moriamé exclut toute participation de Jennifer aux actes criminels proprement dits. Elle se sait parfaitement innocente du crime, de l'homicide. Elle dit qu'elle est totalement étrangère à la scène. Elle dit qu'elle est arrivée lorsque les corps gisaient déjà dans une mare de sang. Quant à Xavier et son avocat, ils s'en tiennent toujours aux mêmes arguments. Pour eux, tout cela ne serait que le résultat d'un terrible engrenage. Il a reconnu que les relations étaient tendues avec sa maman qui, quelques jours plus tôt, avait entamé une procédure d'expulsion à l'encontre de son fils, avec qui elle cohabitait dans la maison de Sautin, dans des parties distinctes. Après 2 jours de débat, le couperet tombe. Xavier Moriamé est condamné à 25 ans de prison pour le double meurtre de Noël 2014. C'est 5 ans de moins que la peine maximale. Et je crois que le prévenu s'attendait forcément à une peine sévère. Cependant, le tribunal, je pense, a fait preuve d'équilibre en retenant tout de même quelques circonstances atténuantes. Jennifer, elle, est condamnée à 1 an et demi de prison avec sursis pour recel de cadavres, des peines qui seront confirmées en appel. Pourtant, durant l'été 2023,
Xavier Moriamé obtient sa libération conditionnelle. Il aura purgé le tiers de sa peine, soit 8 ans de détention. C'est la loi en Belgique pour les peines inférieures à 30 ans de prison. C'est pas un gars à mettre en liberté. Hein. Moi, j'ai plus envie de le voir en liberté. Il fallait qu'on le foute en prison, c'est tout. Mais je savais pas qu'on allait le sortir après 8 ans. Hein. Le petit, là. Hein. Merde. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? C'est la loi de la Belgique. Hein. Voilà. J'y comprends rien. Je suis fâchée contre la justice. Je me dis que de toute façon, on peut faire n'importe quoi. On n'est pas plus puni que ça. Je crois que j'en veux à la terre entière en même temps. Aujourd'hui, dans la région de Thuin, en Belgique, bien des années se sont écoulées. La famille de Daniel et Jacqueline n'a plus que de lointains souvenirs auxquels se raccrocher. Donc je préfère me dire qu'elles sont partout avec moi dans mon cœur et dans ma tête. Et mon petit signe particulier, c'est quand je vois un papillon jaune. Je sais que c'est un petit coucou qu'on me fait. On garde les bons moments, on garde les moments où on cuisinait ensemble, on garde tous ces moments de bonheur où on a pu les partager avec elle. Les dernières paroles qu'on a eues le 24, tout nous revient tout le temps. J'ai sans cesse la dernière parole de ma maman avant d'aller coucher qui me dit « Enlève-moi ça ma chérie » en me parlant de ses boucles d'oreilles et de son collier. Et à demain. Voilà. Pour Doriane, pour Séverine et pour les autres, le manque est toujours bien présent. Alors pour tenter d'oublier toutes ces atrocités, ils préfèrent se souvenir des seuls instants de joie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Le soir du 12 octobre 2007, Paris s'était enveloppé d'un brouillard épais qui étouffait le bruit des voitures et la lueur des lampadaires vacillait comme si elle hésitait à éclairer les secrets de la ville. Dans un appartement modeste du quartier du Marais, le corps sans vie d'un journaliste reconnu pour ses enquêtes dérangeantes fut retrouvé étendu sur le parquet ciré, une expression de stupeur figée sur son visage, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour observer le dernier souffle d'un homme qui avait osé regarder derrière le rideau de mensonges que certains croyaient solide. Les voisins avaient entendu un fracas, un bruit sourd qui avait résonné dans l'immeuble comme l'écho d'un avertissement silencieux, mais personne n'avait osé intervenir, chacun trop pris par la peur diffuse qui s'infiltre dans les appartements par les fissures des murs. L'odeur métallique du sang se mêlait à celle du café renversé sur le bureau, créant une atmosphère de chaos domestique et pourtant étrangement calme, comme si la maison retenait son souffle pour ne pas révéler trop tôt ce qu'elle avait vu. Le journaliste, nommé Laurent Duval, était connu pour ses reportages incisifs sur la corruption politique et les réseaux clandestins qui, sous le vernis de la normalité, manipulaient la ville entière. Ces articles récents avaient provoqué des remous dans les cercles influents de Paris, exposant des noms que personne n'osait prononcer à voix haute. La police, alertée par un appel anonyme, arriva sur les lieux pour trouver un tableau de vie interrompu avec une précision macabre. Le téléphone portable éteint, l'ordinateur couvert de poussière, mais sur le bureau, un disque dur externe oublié, qui semblait insignifiant aux yeux d'un témoin non averti, reposait là, silencieux, portant déjà en lui les germes d'une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Le commissaire chargé de l'enquête, Pierre Lemoine, connaissait l'importance de chaque détail. Il avait vu des scènes de crimes similaires, mais aucune n'avait le même poids, la même gravité morale. Chaque objet, chaque trace de pas, chaque giclée de sang devenait un mot dans une phrase que seule la persévérance pouvait lire. Les premiers rapports indiquaient qu'il n'y avait pas de signe de lutte évident, aucune effraction, et pourtant, la serrure de l'appartement ne laissait transparaître aucune ouverture au hasard.
C'était comme si la victime avait accueilli son destin, ou comme si quelqu'un avait parfaitement orchestré l'intrusion dans sa vie sans laisser la moindre trace visible. Les voisins, interrogés à chaud, décrivirent un silence presque irréel, seulement interrompu par le souffle du vent dans les volets et le murmure des rues détrempées par la pluie nocturne. Le disque dur, humble et poussiéreux, devint la clé de l'énigme. Dans le monde numérique, chaque fichier, chaque email, chaque cachette virtuelle pouvait contenir un fragment de vérité, et le moine savait qu'il fallait plonger dans ce labyrinthe de données comme un plongeur dans les profondeurs glaciales d'une mer obscure. L'ordinateur de Duval, verrouillé par des mots de passe complexes et des systèmes de sécurité que lui seul comprenait, ne révélait rien de prime abord. Mais l'expérience et l'instinct guidaient le commissaire et son équipe. Dans ce silence feutré de la salle d'examen, les écrans clignotants projetaient sur les murs des reflets bleutés, transformant la pièce en un sanctuaire de mystère où chaque clic résonnait comme un battement de cœur tendu. À mesure que les fichiers défilaient, un email, dissimulé au milieu de centaines d'autres, attira l'attention. Son titre était banal, presque neutre, mais il portait en lui la trace d'un langage codé que seule l'analyse rigoureuse pouvait décoder. Les mots étaient fragmentés, mélangés, comme si l'auteur avait voulu que seule une personne avertie puisse les reconstituer. Cet email révélait des contacts, des lieux, des rendez-vous qui, mis bout à bout, dessinaient un schéma invisible reliant plusieurs individus puissants, des financiers aux politiciens, tous impliqués dans un réseau que Duval avait commencé à dévoiler dans ses articles. Chaque ligne du message semblait écrite sous la contrainte, chaque virgule et chaque espace choisi avec une précision presque paranoïaque, comme si le rédacteur savait qu'il pourrait ne jamais voir le résultat final. Pendant ce temps, la ville continuait de respirer autour de l'enquête, indifférente à la tragédie intime qui venait de se jouer dans un appartement du Marais. Les cafés s'illuminaient, les conversations allaient et venaient. Les passants pressés marchaient sans regarder les visages, sans entendre les cris silencieux de ceux qui, derrière les murs, cherchaient la vérité. Le moine comprit que le crime ne se limitait pas à la mort d'un homme. Il s'agissait d'un message envoyé à tous ceux qui oseraient défier le système, une ombre posée sur la conscience collective, un avertissement que même dans les rues éclairées, l'obscurité pouvait toujours frapper. L'analyse technique de l'email révéla une série de fichiers joints cryptés. Chacun d'eux contenait des preuves tangibles, des photographies, des enregistrements vocaux, des documents financiers. La complexité de ce réseau montrait que la victime ne faisait que gratter la surface d'un iceberg immense et que son meurtre avait été planifié avec une connaissance précise de ses habitudes, de ses méthodes de travail et de ses faiblesses. Plus le moine avançait, plus le scénario se précisait. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'une orchestration méticuleuse, presque théâtrale, où chaque élément du décor avait été pensé pour impressionner et effrayer autant qu'il devait masquer les véritables auteurs. Le commissaire fit appel à un expert en cryptographie, une femme nommée Claire Montreuil, reconnue pour sa capacité à déchiffrer les codes les plus sophistiqués. Ensemble, ils passèrent des jours à analyser chaque octet, chaque séquence, chaque détail apparemment insignifiant. La tension montait à mesure que l'énigme se dévoilait lentement, comme si chaque progrès dans la lecture de l'email rapprochait le danger de ceux qui enquêtaient. Leur nuit était hantée par les questions. Qui aurait voulu le faire taire ? Combien de secrets pouvaient être révélés avant que la vérité ne se retourne contre eux ? Et puis, un soir, alors que Paris s'endormait sous un voile de pluie froide, le puzzle se mit en place. Les fichiers révélaient un schéma, une cartographie de relations et de transactions, et au centre de ce labyrinthe numérique, un nom revenait sans cesse. Le visage de l'individu apparaissait dans les souvenirs de Duval, dans ses articles, dans les témoignages de ceux qui l'avaient rencontré. Ce nom, jusqu'ici caché derrière des couches d'anonymat, représentait le cœur du réseau. La réalisation frappa le commissaire. La victime n'avait pas seulement été tuée pour ce qu'il savait, mais pour ce qu'il avait commencé à dévoiler au monde. Le moine comprit également que la clé pour relier l'assassin à la scène du crime résidait non seulement dans l'email, mais dans la manière dont Duval avait stocké ces informations. Chaque fichier, chaque sauvegarde, chaque disque dur externe portait une signature unique, un code invisible qui, analysé avec soin, pouvait établir un lien direct entre le meurtrier et la victime. Cette approche n'était pas nouvelle. Elle rappelait des affaires célèbres où la technologie elle-même avait trahi les criminels les plus prudents, des cas où l'arrogance et la négligence numérique avaient ouvert la voie à la justice. Alors que la nuit avançait, le moine et Montreuil réussirent à isoler les connexions critiques,
à tracer les communications et à identifier les mouvements de fond inhabituels. L'ombre de la peur planait sur eux, mais elle était tempérée par une détermination implacable, dévoiler la vérité coûte que coûte, et honorer la mémoire de l'homme dont la vie avait été fauchée pour un crime de connaissance et de courage. Les premières lueurs de l'aube glissaient sur les toits de Paris. Mais dans le commissariat du 4e arrondissement, le temps semblait suspendu. Les écrans clignotaient encore, illuminant les visages fatigués de Pierre Lemoine et de Claire Montreuil, qui scrutaient inlassablement les flux de données. Chaque information était un fil qui, tiré, pouvait démêler un secret dangereux. La pluie martelait les vitres, créant une cadence presque rituelle, comme si la ville elle-même participait à la chorégraphie de l'enquête. Lemoine se souvenait de ce que lui avait dit un ancien inspecteur lors d'une affaire non résolue. Dans chaque silence, il y a un cri que seuls ceux qui écoutent attentivement peuvent entendre. Et ce soir-là, le silence était chargé de cris invisibles, de murmures numériques et de présences obscures. L'email décrypté révélait non seulement des noms et des transactions, mais également une série de rendez-vous discrets, consignés dans un calendrier numérique méticuleusement caché. Les heures, les lieux, les interactions, tout était calibré pour passer inaperçu. Chaque détail sonnait comme une note dans une symphonie macabre, où le meurtrier orchestrant son acte était invisible mais omniprésent. Lemoine sentait le poids de chaque clic, chaque découverte peser sur ses épaules. La ville continuait de vivre, indifférente, et pourtant, ces informations révélaient un réseau où chaque individu influent était prêt à écraser la vérité pour protéger sa position. Montreuil, avec son regard analytique, repérait des anomalies, des décalages horaires, des signatures numériques répétitives, des patterns de communication presque imperceptibles. C'était une danse de chiffres et de lettres, où chaque erreur humaine, chaque inconsistance pouvait devenir un levier pour atteindre le criminel. Lemoine, lui, comprenait la portée humaine de cette affaire. Duval avait risqué sa vie pour exposer la corruption, pour rendre visibles ceux qui croyaient être invisibles. Son meurtre n'était pas seulement un crime, c'était un message politique, une démonstration de pouvoir et de menace silencieuse envers tous ceux qui auraient osé suivre ses traces. Les archives de la rédaction du journaliste furent consultées à nouveau. Chaque article, chaque interview, chaque note manuscrite révélait un aspect de l'homme que peu connaissaient vraiment. Il n'était pas seulement un chercheur de vérité, il était un observateur, un conteur capable de déceler la psychologie des hommes et des institutions. Dans un vieux carnet, des phrases soulignées attiraient de l'attention. Des mentions de réunions secrètes, des références à des comptes bancaires étrangers, des allusions à des documents disparus. Chaque indice renforçait l'idée que le meurtre était planifié par quelqu'un qui connaissait parfaitement le travail de la victime, quelqu'un qui savait où chercher et surtout comment manipuler l'ombre de peur qui entoure les secrets puissants. Alors que l'enquête progressait, les enquêteurs découvrirent que l'ordinateur personnel de Duval contenait des sauvegardes multiples, chacune codée différemment. Les tentatives de piratage pour extraire ces informations avaient échoué à plusieurs reprises avant qu'ils ne trouvent la bonne clé de déchiffrement. Chaque fichier ouvert révélait un fragment de réseau, des images prises lors de réunions discrètes, des contrats, des relevés bancaires anonymes, et parfois des messages personnels, où la peur et la méfiance transparaissaient dans la manière dont Duval annotait ses pensées. Ces documents montraient que la victime avait déjà soupçonné que sa vie était en danger, qu'il écrivait non seulement pour informer le public, mais aussi pour se protéger, pour laisser derrière lui une trace indélébile au cas où le pire arriverait. Les premiers suspects furent rapidement identifiés, non pas par une preuve directe, mais par l'ombre de leurs actions. Des mouvements financiers inexpliqués, des déplacements coïncidents avec ceux de la victime et des connexions indirectes entre les cercles de pouvoir formèrent une toile complexe. Chaque fil tiré mena à d'autres fils, révélant des alliances cachées et des motivations qui ne pouvaient être comprises qu'en observant les nuances psychologiques des protagonistes. Lemoine savait que les apparences étaient trompeuses, que chaque sourire, chaque alibi, chaque témoignage pouvait être une façade soigneusement construite pour détourner l'attention. Un détail particulier attira l'attention de Montreuil. Une photo attachée à l'email montrant un lieu que personne n'aurait soupçonné d'être un point de rencontre clandestin. Une ruelle sombre, presque invisible depuis la rue, où les caméras publiques ne pointaient jamais. Le regard de Lemoine se fixa sur cette image, comprenant immédiatement que c'était le maillon manquant. C'était un endroit que Duval avait visité, noté dans son carnet, un lieu où des négociations et des échanges secrets avaient eu lieu. La photo révélait aussi une figure partiellement visible,
un homme dont le profil correspondait à celui d'un des suspects identifiés par les transactions financières. L'enquête prit une dimension nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement de déchiffrer des fichiers et des emails, mais de comprendre les interactions humaines, les peurs et les calculs des individus. Chaque rendez-vous révélé par le disque dur fut reconstruit chronologiquement. Chaque interaction fut analysée. Les motifs des protagonistes, leurs décisions et les possibles complicités devinrent des pièces d'un puzzle immense. La tension augmentait à mesure que la vérité s'approchait, et chaque jour passé à analyser ces informations rapprochait l'équipe de l'identité du meurtrier, mais aussi de la complexité morale de l'affaire. Le moment décisif arriva lorsqu'un détail du fichier crypté permit de relier l'email à une adresse IP particulière, utilisée à plusieurs reprises pour envoyer des documents sensibles. Cette adresse, lorsqu'elle fut retracée, menait à un bureau situé dans un quartier aisé, un lieu où l'on ne s'attendait pas à trouver des traces de criminalité. Le moine sentit la lourdeur de l'ironie. Ceux qui pensaient être intouchables laissaient derrière eux des empreintes invisibles dans le monde numérique, des preuves que même le silence et le pouvoir ne pouvaient effacer. La tension dans la pièce devint presque palpable. Chaque respiration, chaque cliquetis de souris semblait amplifié par la gravité de la découverte. Montreuil et le moine décidèrent de se rendre sur place pour une surveillance discrète. Le bâtiment semblait banal, presque banal, mais les détails matériels trahissaient l'activité. Des lumières allumées, tard le soir, des allées et venues mesurées, des gestes précis. L'ombre du passé de Duval planait sur eux, comme un guide invisible vers la vérité, et chaque minute passée à observer rapprochait les enquêteurs de l'évidence que le meurtrier n'était pas un inconnu, mais quelqu'un intimement lié au cercle que Duval avait dénoncé. Alors que la nuit tombait à nouveau sur Paris, les enquêteurs se rendirent compte que la clé de l'affaire résidait dans la combinaison de la technologie et de l'intuition humaine. Les emails, les fichiers, les signatures numériques et les mouvements physiques de l'assassin se croisaient en un motif presque artistique, tragique par sa précision. Le moine comprit que cette affaire, au-delà du crime individuel, racontait une histoire sur la fragilité de la vérité face au pouvoir et sur le courage de ceux qui osent exposer ce que beaucoup préfèrent ignorer. Les premières lueurs de la ville s'éteignaient derrière les nuages épais, lorsque le moine et Montreuil s'installèrent dans la voiture banalisée, garée à quelques rues du bâtiment identifié par l'IP. L'atmosphère était chargée de tension, un silence pesant régnait, seulement ponctué par le bruit intermittent de la pluie qui tombait en rideau fin sur le pare-brise. Chaque détail devenait un indice potentiel, une silhouette qui disparaissait derrière un coin, une lumière qui clignotait un instant, le frôlement d'une porte à peine audible. Le commissaire sentait son cœur battre au rythme de la ville, conscient que chaque mouvement pouvait révéler ou effacer des preuves cruciales. L'enquête numérique avait révélé un schéma inquiétant. Les rendez-vous enregistrés dans l'email ne suivaient pas un ordre chronologique banal, mais semblaient former un labyrinthe, chaque point connecté à plusieurs autres, un enchevêtrement complexe d'alliances et de secrets. Les individus impliqués n'étaient pas des criminels ordinaires, ce n'étaient pas des voleurs ou des escrocs amateurs, mais des architectes de l'ombre, des personnes qui comprenaient le fonctionnement des institutions et savaient comment manipuler le système pour échapper à toute sanction. Leur audace et leur précision rendaient la traque de l'assassin encore plus délicate et dangereuse. Alors qu'ils observèrent le bâtiment, Montreuil remarqua un détail subtil. La fenêtre du bureau où le trafic de données semblait se concentrer présentait une légère condensation, comme si une personne était passée devant récemment. Le commissaire comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un lieu abandonné, mais d'un espace actif, utilisé avec précaution pour dissimuler des opérations sensibles. Les investigations précédentes, basées sur des témoignages et des fichiers numériques, ne suffisaient plus. Il fallait comprendre le comportement humain derrière la machine, anticiper la psychologie de l'individu qui orchestrerait le meurtre et les menaces, et prévoir ses mouvements avec la précision d'un stratège. Le contact de Montreuil dans le monde du cyber-enquêteur leur fournit un outil supplémentaire, un logiciel capable de reconstruire les connexions et de visualiser les échanges comme un réseau vivant. À mesure que les lignes et les points se dessinaient sur l'écran, un motif inquiétant émergeait. Le journaliste n'avait pas seulement découvert un réseau de corruption, il avait pénétré dans un domaine où la loyauté et la trahison se confondaient, où chaque acte de surveillance, chaque manipulation d'informations était calculé pour dissimuler des intentions meurtrières.
le moine sentit l'étau se resserrer sur eux. Le meurtrier pouvait observer les progrès de l'enquête sans être détecté, et chaque faux pas pouvait devenir fatal. À l'intérieur du bâtiment, les caméras de sécurité, bien que dissimulées, avaient délaissé des traces imperceptibles que seuls des yeux entraînés pouvaient détecter. Montreuil passa plusieurs heures à analyser chaque image, chaque pixel, et découvrit des mouvements presque imperceptibles. Un homme qui entre et sort avec régularité, des objets déplacés de façon stratégique, comme pour tester la vigilance des alentours. Ces observations, quand elles furent mises en corrélation avec les données de l'email, dessinèrent un profil psychologique de l'assassin, méthodique, calculateur, conscient du risque mais confiant dans sa capacité à manipuler la réalité et à rester invisible. Pendant ce temps, le moine revisita les archives personnelles de Duval, notamment ses notes manuscrites. Des annotations marginales, des symboles apparemment anodins révélaient un mode de codage personnel, un langage que seul le journaliste comprenait. Chaque symbole, chaque chiffre, chaque mot souligné représentait un indice destiné à être découvert seulement par quelqu'un capable de suivre sa logique. Le commissaire réalisa que Duval avait anticipé sa propre mort. Il avait préparé un testament numérique, un message codé destiné à dévoiler la vérité, même si sa voix avait été réduite au silence. Cette prévoyance tragique transforma l'enquête en un véritable jeu de lecture de l'esprit, où chaque découverte impliquait non seulement la compréhension technique, mais aussi une empathie profonde pour la victime. Les investigations sur le terrain conduisirent les enquêteurs à remarquer des habitudes subtiles du quartier, des livraisons nocturnes, des allées et venues de véhicules qui semblaient banales, mais qui, mis bout à bout, dessinaient une chorégraphie précise. Le moine comprit que le meurtrier utilisait des dispositifs de surveillance pour contrôler l'espace, anticiper les mouvements de la police et créer une impression d'inaccessibilité. Chaque détail était pensé pour semer la confusion, pour maintenir le voile de mystère et dissimuler l'ombre réelle derrière le crime. La tension monta à mesure qu'un événement imprévu se produisit. Un véhicule suspect s'arrêta à proximité du bâtiment. Les phares éclairèrent brièvement une silhouette qui sembla reconnaître l'observation de l'équipe. Le temps sembla se figer, chaque seconde pesant une éternité. Montreuil et le moine comprirent que le jeu de chat et souris avait commencé et que désormais, chaque mouvement nécessitait précision et anticipation. La peur de l'invisible, de l'indétectable, se mêlait à la détermination de dévoiler la vérité, de suivre les traces que Duval avait laissées malgré les dangers mortels. Dans les heures suivantes, l'analyse numérique progressa, révélant des échanges cryptés supplémentaires, où des codes cachés dans des documents financiers semblaient relier des individus influents à des transactions douteuses. Chaque élément mis en lumière confirmait une évidence inquiétante. La mort de Duval n'était pas un accident isolé, mais l'aboutissement d'un processus long, méthodique, où le pouvoir et la peur se confondaient. Les implications étaient énormes, et les ramifications dépassaient largement le cadre parisien. Le moine sentit le poids de la responsabilité. Exposer la vérité impliquait non seulement de résoudre un meurtre, mais aussi de déstabiliser des structures invisibles mais puissantes, un acte qui comportait des risques personnels considérables. Alors que la nuit tombait à nouveau, l'équipe d'enquête fit une percée cruciale. Un fichier contenant des coordonnées GPS reliées au rendez-vous crypté montra la localisation exacte où certaines des preuves avaient été conservées, un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. Le moine sut que l'étape suivante serait dangereuse. Ce lieu contenait des indices tangibles qui pouvaient relier directement l'assassin à l'acte. Mais l'excitation mêlée à la peur, cette ligne fine entre l'angoisse et la détermination, galvanisa l'équipe. Chaque minute passée à préparer l'opération était essentielle, chaque détail planifié pour ne laisser aucune marge d'erreur. Cette prise de conscience transforma l'enquête en un ballet de stratégie et de prudence, où la psychologie, la technique et l'intuition humaine se mêlaient pour former un ensemble cohérent. Les données numériques et les observations physiques étaient deux faces d'une même pièce, et le commissaire comprit que pour résoudre ce meurtre, il fallait comprendre la logique et la psychologie de l'assassin, anticiper ses mouvements et pénétrer dans son esprit, là où la peur et le pouvoir se confondaient dans une danse macabre. Les premières ombres de l'aube peinaient à percer le ciel lourd, mais pour le moine et Montreuil, la nuit n'avait jamais semblé aussi claire. Chaque découverte les rapprochait de l'assassin, mais elle révélait aussi la complexité du réseau que Duval avait tenté de dévoiler. L'entrepôt abandonné, identifié grâce aux coordonnées GPS cryptées,
se dressait au bout d'une ruelle oubliée, ses murs recouverts de graffitis et de traces de pluie anciennes. À première vue, il semblait vide, inoffensif, mais les indices numériques et la logique de l'assassin montraient qu'il était au contraire le cœur d'un système de dissimulation méticuleux. L'équipe approcha avec précaution, consciente que chaque pas pouvait être observé, que chaque bruit pouvait alerter quelqu'un invisible dans l'ombre. Le métal de la porte, rongé par la rouille, offrait une résistance minimale. Mais le commissaire savait qu'ouvrir cet espace, c'était pénétrer dans le monde privé de celui qui avait orchestré le meurtre. À l'intérieur, l'obscurité régnait, seulement percée par le faisceau des lampes torches qui révélaient des palettes renversées, des cartons éventrés et l'odeur du bois humide. Tout était silencieux, mais ce silence portait le poids de secrets soigneusement enfouis. Montreuil inspecta un coin de la pièce où un ordinateur portable abandonné semblait avoir été laissé à la hâte. Les fichiers qu'il contenait confirmaient ce que les emails et les transactions avaient laissé présager. Des documents financiers falsifiés, des contrats anonymes, des preuves photographiques d'échanges secrets et surtout une correspondance directe avec l'assassin identifié à l'IP. L'émotion monta. Chaque découverte rapprochait de la vérité, mais exposait également à quel point l'assassin avait été méthodique et calculateur. Le meurtre de Duval n'était pas un acte isolé, mais un fragment d'un plan beaucoup plus vaste, où chaque mouvement, chaque décision était pensée pour manipuler et intimider. En explorant davantage, le moine remarqua une trappe dissimulée sous un tas de débris. La curiosité et l'intuition lui dictèrent que quelque chose d'important y était caché. L'ouvrir révéla des cartons soigneusement étiquetés, contenant des disques durs, des notes manuscrites et des enregistrements audio. Ces documents représentaient la matérialisation des emails cryptés de Duval. Une preuve physique que l'assassin croyait avoir rendue invisible, mais qui, à travers le travail acharné des enquêteurs, venait de refaire surface. L'ampleur des informations saisies dépassait toute imagination, révélant un réseau où le pouvoir, la peur et la manipulation humaine étaient indissociables. Chaque élément de ce puzzle renforçait l'idée que Duval avait anticipé sa propre fin. Ces notes contenaient des indices subtils, codés à l'encre discrète, destinés à être découverts seulement par quelqu'un capable de relier la logique numérique à la réalité physique. Le commissaire sentit la profondeur de cette démarche. Duval n'était pas seulement un journaliste, il était un stratège de l'ombre, un architecte de sa propre postérité, capable de transformer sa mort en une vérité éclatante qui ne pourrait jamais être ignorée. Alors que l'équipe progressait, des mouvements imperceptibles se firent sentir. Une présence, presque fantomatique, avait laissé des traces récentes, un échantillon de sol déplacé, une chaise légèrement modifiée, comme pour signaler à l'assassin que quelqu'un avait pénétré son sanctuaire. Le moine comprit que le temps était compté. L'individu capable d'organiser un meurtre planifié avec tant de précision pouvait être encore à proximité, observant silencieusement et évaluant ses propres mesures de sécurité. La tension atteignit un sommet presque palpable, chaque respiration semblant résonner dans le vide de l'entrepôt. L'analyse des fichiers découvrit un enregistrement audio particulièrement révélateur. La voix, distordue mais identifiable, discutait de l'organisation du meurtre, des finances et des alliances au sein du réseau. Les détails confirmèrent non seulement l'identité de l'assassin, mais aussi les motivations profondes. Protéger un système corrompu qui fonctionnait dans l'ombre depuis des années. Chaque mot prononcé dans cet enregistrement exposait l'ampleur de l'intrigue et le courage de Duval qui, malgré les menaces, avait continué à creuser la vérité. Les investigations sur le terrain mirent également en lumière l'ingéniosité de l'assassin dans sa manipulation de l'espace et du temps. Les entrées et sorties, les lumières, les signaux de communication, tout avait été minutieusement orchestré pour maintenir un contrôle absolu. Le moine comprit que pour capturer le coupable, il fallait penser comme lui, anticiper ses mouvements et comprendre sa logique méthodique. Chaque décision devait être calculée avec précision, chaque pas synchronisé avec les informations obtenues des disques et des emails. Le moine se remémora des affaires passées, où des criminels pensaient échapper à la justice grâce à leur maîtrise du système, mais où l'obstination et l'intuition humaine avaient permis de dénouer des crimes complexes. Ici, la technologie et la perspicacité humaine fusionnaient pour révéler la vérité. L'email caché, la cartographie GPS, les fichiers cryptés et les preuves physiques formaient une symphonie de preuves que seul un esprit méthodique pouvait décoder. Montreuil, concentré sur l'écran, identifia des patterns de communication qui reliaient directement l'assassin à chaque étape de l'enquête. À mesure que les heures passaient,
La confrontation finale avec l'ombre du meurtrier se dessinait. L'entrepôt, silencieux et humide, semblait lui-même retenir son souffle, conscient que la révélation était imminente. Le moine sentit la gravité de chaque décision. La vérité n'était pas seulement une victoire contre un crime, mais une lumière projetée sur un système entier, une preuve que même le pouvoir le plus invisible laissait derrière lui des traces inévitables. Le moment où il découvrirait l'identité exacte de l'assassin approchait, mais la peur et l'anticipation mêlées à la responsabilité de rendre justice pesaient lourdement sur leurs épaules. Le moine savait que chaque seconde comptait, chaque détail pouvait faire la différence entre attraper le coupable et le laisser disparaître à nouveau dans les ombres de la ville. La tension culminait, et la promesse d'une vérité éclatante se rapprochait, prête à révéler les secrets que Duval avait laissés derrière lui, transformant sa mort en un témoignage puissant et inaltérable. Les murs humides de l'entrepôt semblaient résonner avec les secrets qu'il renfermait. Chaque carton ouvert, chaque disque dur inspecté par Montreuil révélait une partie du réseau que Duval avait exposé, mais le plus surprenant restait à venir. Le moine ressentait la tension monter, consciente que la vérité n'était plus très loin, que l'ombre de l'assassin se rapprochait, invisible mais présente dans chaque recoin de la ville. La pluie battante à l'extérieur semblait marteler le rythme de leur cœur, comme un écho de l'urgence silencieuse qui animait la traque. Alors qu'ils poursuivaient l'exploration, un fichier particulier attira l'attention de Montreuil. Un email daté de quelques semaines avant le meurtre, rédigé dans un langage codé que seuls les indices de Duval pouvaient révéler. L'email mentionnait un rendez-vous secret dans un hôtel discret, où des transactions financières et des échanges d'informations sensibles avaient eu lieu. Ce lieu, maintenant identifié, constituait une pièce cruciale du puzzle. C'était le dernier endroit où Duval avait été aperçu vivant, et où l'assassin avait orchestré ses mouvements pour effacer toute preuve. Le moine comprit immédiatement que cette découverte pouvait permettre de relier l'email au crime, de transformer les hypothèses en certitudes tangibles. L'analyse des fichiers numériques révéla également une série de communications entre l'assassin et des intermédiaires anonymes. Les messages, remplis de codes et de termes techniques, montraient une coordination méticuleuse, où chaque participant jouait un rôle précis, de l'élimination de preuves à la manipulation des témoins. Le moine et Montreuil comprirent que l'assassin n'agissait pas seul. Il faisait partie d'un réseau plus vaste, capable de couvrir chaque trace, de détourner l'attention et de créer une illusion de normalité. Chaque document, chaque preuve rapprochait pourtant les enquêteurs de la vérité, et chaque minute passée dans cet entrepôt révélait l'étendue de la complexité humaine derrière ce meurtre. Alors que l'exploration continuait, une découverte inattendue fit frissonner les deux enquêteurs. Un disque dur contenant des enregistrements vidéo. Ces vidéos, bien que fragmentaires, montraient des rencontres secrètes, des gestes furtifs et surtout des figures reconnaissables, dont certaines correspondaient aux suspects identifiés grâce aux emails. Le moine observa attentivement les images. L'assassin apparaissait parfois à l'arrière-plan, manipulant des documents, ajustant des caméras, orchestrant les scènes avec une précision terrifiante. La caméra révélait sa psychologie. Méthodique, implacable, conscient de la gravité de ses actes et de la nécessité de rester invisible. Une tension supplémentaire s'installa lorsque Montreuil découvrit un journal intime partiellement caché dans un tiroir métallique. Les pages contenaient des réflexions personnelles de Duval, des observations sur ses suspects et des descriptions détaillées de menaces reçues. Le moine lut avec attention ces notes, réalisant que le journaliste avait non seulement anticipé sa mort, mais avait également prévu les étapes nécessaires pour exposer son assassin après sa disparition. Cette prévoyance tragique conférait à l'enquête un caractère presque posthume. La victime guidait les enquêteurs depuis l'ombre, chaque mot et chaque symbole devenant une clé pour résoudre l'affaire. Les enquêteurs procédèrent alors à une reconstitution minutieuse des événements. Les coordonnées GPS, les horaires des emails et les transactions financières furent combinés avec les vidéos et les notes personnelles. Le tableau qui émergea était frappant. Un plan complexe où l'assassin, conscient de chaque mouvement de Duval, avait orchestré l'élimination de preuves et la manipulation des témoins pour créer une façade de banalité. Mais la persistance de l'information numérique, les indices codés et l'intuition humaine commencèrent à révéler les failles dans ce dispositif soigneusement construit. Le moine sentit que le moment de vérité approchait. Une corrélation entre l'IP utilisée pour envoyer les emails et les vidéos révéla un détail crucial. Une adresse résidentielle, banale à première vue,
mais qui, après vérification, appartenait à un individu figurant dans plusieurs transactions suspectes. Ce lien direct entre le réseau, les preuves numériques et un lieu physique tangible représentait la percée attendue depuis des mois. La tension dans l'entrepôt était presque insupportable. Chaque indice rapprochait de l'assassin, mais exposait également le danger potentiel si l'individu découvrait que ses mouvements étaient suivis. La pluie cessait de tomber à l'extérieur, mais le silence de l'entrepôt pesait encore plus lourdement. Lemoine et Montreuil organisèrent une surveillance discrète autour de l'adresse identifiée. Chaque mouvement de piéton, chaque voiture passant à proximité était enregistré, analysé, mis en corrélation avec les informations déjà collectées. L'assassin, aussi méthodique soit-il, laissait des traces involontaires, et c'était précisément cette combinaison de persistance numérique et d'observation humaine qui allait permettre de le cerner. Un détail particulier attira l'attention de Montreuil. Un paquet abandonné sur le seuil de la résidence. À l'intérieur, des documents financiers et des notes codées, semblant avoir été laissés intentionnellement pour être découverts, comme si l'assassin avait voulu tester la vigilance de ses observateurs. Lemoine comprit immédiatement l'importance. Ce paquet révélait non seulement des preuves supplémentaires, mais aussi une indication du comportement psychologique du coupable. La tension et l'anticipation atteignirent leur paroxysme. La confrontation avec l'assassin n'était plus un scénario hypothétique, mais une réalité imminente. Les heures suivantes furent consacrées à l'analyse, à la corrélation des indices et à la préparation d'une intervention. Chaque détail, chaque observation, chaque trace numérique fut minutieusement étudiée. Lemoine et Montreuil savaient que l'assassin pouvait tenter de disparaître à tout moment et que seule la précision et la rapidité pourraient permettre de mettre fin à ce cauchemar. L'ensemble de la traque était un balai entre la patience et l'urgence, où chaque décision pouvait déterminer le succès ou l'échec de l'opération. Alors que la nuit enveloppait à nouveau la ville, la certitude se dessinait. L'assassin était désormais identifiable, traçable, et les preuves accumulées allaient permettre de lier son acte à la disparition tragique de Duval. La tension psychologique se mêlait à l'excitation. Chaque instant était chargé d'angoisse et de détermination. Lemoine savait que le prochain pas serait décisif, que la révélation finale approchait, prête à exposer non seulement le criminel, mais aussi la profondeur de la corruption et des manipulations qui avaient conduit à ce meurtre. La nuit était profonde et silencieuse, presque oppressante, lorsque Lemoine et Montreuil préparèrent l'approche finale vers la résidence identifiée. Chaque détail de l'opération avait été planifié avec précision. L'heure, le positionnement de la surveillance, les communications silencieuses entre les équipes. Les pas feutrés sur le pavé humide résonnaient comme un avertissement discret, et la tension était telle que chaque souffle semblait amplifier le battement de leur cœur. La ville, pourtant si vivante, semblait retenir son souffle, consciente que le moment décisif approchait. Les indices collectés depuis l'entrepôt et l'analyse des emails convergeaient enfin vers un point unique. Un appartement banal mais dont chaque mouvement, chaque livraison, chaque signe avait été scruté par l'assassin. Les vidéos, les notes de Duval, les transactions financières, tout pointait vers ce lieu. Montreuil observa les fenêtres, cherchant la moindre anomalie, un signe de vie, un reflet qui trahirait la présence de celui qu'il poursuivait depuis des mois. Lemoine sentit l'excitation se mêler à la peur. Cette traque avait duré si longtemps, et la vérité était sur le point d'éclater. Soudain, un mouvement léger à l'intérieur attira leur attention. Une silhouette se déplaçait derrière le rideau d'une fenêtre. Chaque geste semblait calculé, mais la fatigue, la répétition des rendez-vous et la tension avaient laissé échapper de petits indices, presque imperceptibles, qui suffisaient à tracer un profil de l'assassin en action. Lemoine savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps. Chaque seconde retardée pouvait permettre à l'individu de disparaître, d'effacer les dernières preuves et de recommencer son cycle de manipulation. L'équipe décida d'intervenir. La porte fut approchée avec prudence, chaque membre du groupe conscient que le moindre bruit pourrait alerter l'assassin. Les preuves accumulées donnaient désormais un cadre légal solide pour procéder à l'arrestation, mais la peur du danger réel était palpable. Lemoine se souvenait de chaque détail, les transactions, les emails, les fichiers vidéo, chaque pièce d'information codée dans l'univers numérique et physique que Duval avait laissé derrière lui pour guider les enquêteurs. La convergence de ces éléments rendait la traque irréversible. À l'intérieur, l'assassin, conscient d'être observé depuis des semaines, tenta de disparaître, mais les caméras de surveillance externe et les repérages minutieux
avait réduit son champ d'action. Lemoine et Montreuil le suivirent pas à pas, anticipant chaque mouvement, comme si le journaliste disparu guidait leurs décisions depuis l'ombre. Les pièces se succédaient, remplies de documents, d'ordinateurs et de preuves tangibles que l'assassin avait cru pouvoir dissimuler. Chaque découverte confirmait non seulement sa culpabilité, mais également l'ampleur de la manipulation orchestrée avant et après le meurtre. Montreuil trouva alors une lettre soigneusement pliée, cachée dans un tiroir du bureau principal. Les mots écrits par Duval semblaient être adressés directement à ceux qui poursuivraient son enquête. Des indices précis sur l'identité de l'assassin, sur ses motivations et sur les connexions invisibles qui rendaient son acte possible. Cette lettre, mêlant prévoyance et émotion, offrait un dernier guide, un testament numérique et physique capable de transformer l'angoisse de l'inconnu en certitude. Lemoine sentit le poids émotionnel de cette découverte. Duval avait anticipé sa mort et, par son courage et son intelligence, avait assuré que la vérité éclaterait malgré tout. Alors que l'assassin se rendait compte que la toile se refermait, il tenta une ultime manœuvre pour effacer les traces restantes. Mais chaque pas, chaque tentative avait été prévue et neutralisée grâce à la combinaison de surveillance physique et de suivi numérique. Lemoine comprit que la patience, la précision et la compréhension psychologique avaient enfin triomphé. La capture était imminente, et chaque indice accumulé depuis des mois trouvait enfin sa correspondance tangible dans la réalité. Le moment de confrontation arriva. L'assassin, surpris mais calculateur jusqu'au dernier instant, fut interpellé sans violence excessive, son expression oscillant entre étonnement et frustration. Montreuil sécurisa les documents et les dispositifs numériques, s'assurant que chaque preuve était préservée pour les étapes judiciaires à venir. Lemoine sentit un mélange de soulagement et de gravité. La traque était terminée, mais la portée de l'affaire allait bien au-delà d'un simple meurtre. Chaque fichier, chaque email, chaque transaction exposait un réseau complexe de pouvoir, de corruption et de manipulation humaine. Une fois l'assassin neutralisé, l'équipe procéda à l'examen final de l'appartement et des documents restants. Les fichiers contenaient des confirmations des transactions financières illégales, des enregistrements vidéo de réunions secrètes et des notes personnelles qui liaient directement l'individu au meurtre de Duval. Chaque pièce de preuve consolidait le récit et assurait que la justice ne serait pas seulement symbolique mais tangible. La ville, qui semblait si distante et indifférente, devenait le théâtre d'une vérité révélée, où la persévérance humaine et l'intelligence avaient triomphé de la tromperie et de la manipulation. Alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient à nouveau Paris, Lemoine et Montreuil restaient dans le silence de l'appartement, contemplant la matérialisation de mois d'enquête acharnée. L'assassin était arrêté, les preuves étaient tangibles, et la mémoire de Duval pouvait enfin être honorée par la révélation de la vérité. Mais au-delà de la satisfaction professionnelle, il y avait la conscience aiguë de la fragilité humaine, de la ténacité nécessaire pour défendre la vérité face à des forces qui opèrent dans l'ombre. La nuit avait livré son secret, et la justice, même imparfaite, avait triomphé grâce à la combinaison de courage, de perspicacité et de technologie. L'arrestation de l'assassin ne marquait pas la fin de l'histoire, mais le début d'une plongée encore plus profonde dans l'ombre du réseau que Duval avait tenté de dévoiler. Chaque fichier saisi, chaque note récupérée de l'entrepôt et de l'appartement révélait une complexité inattendue, des alliances secrètes, des transactions financières camouflées sous des apparences légales et des manipulations orchestrées pour effacer toute trace de culpabilité. Lemoine comprit rapidement que la vérité dépassait largement le cadre d'un simple meurtre. Elle exposait un système entier où la loyauté, la trahison et le pouvoir se confondaient dans un balai mortel. Montreuil analysait méticuleusement les vidéos et les emails restants. Chaque communication codée devenait un fil que l'on pouvait tirer pour dénouer le réseau. Des noms anonymes commençaient à émerger, des figures jusqu'alors invisibles, capables de coordonner des actions à grande échelle et de couvrir les traces de l'assassin. Lemoine réalisa que le journaliste, en poursuivant sa propre enquête, avait mis en lumière non seulement la mort programmée, mais aussi des structures de manipulation et de corruption que peu osaient confronter. La profondeur de l'intrigue renforçait le sentiment d'angoisse et de gravité. Cette vérité avait un prix, et le courage de Duval avait payé le sien. L'analyse des communications révéla un détail crucial. Certains emails et fichiers financiers semblaient être délibérément conçus pour induire en erreur quiconque tenterait de comprendre le réseau. L'assassin, conscient de l'intrusion possible, avait créé des leurres et des fausses pistes
testant la vigilance de ceux qui cherchaient la vérité. Mais la logique et la perspicacité humaine, combinées à la technologie, permettaient de distinguer le vrai du faux. Le moine sentit la satisfaction de voir l'ombre du mensonge se dissiper progressivement, dévoilant le visage réel de la manipulation. Un point clé émergea des notes de Duval et des fichiers récupérés. L'assassin agissait pour protéger un cercle restreint d'individus puissants, dont certains occupaient des positions de contrôle dans des institutions financières et médiatiques. Chaque action, chaque silence, chaque effacement de preuves servait à maintenir le système en place, à garantir que les révélations du journaliste ne puissent jamais voir le jour. Le moine comprit que l'assassin était à la fois un exécutant et un gardien, un maillon essentiel d'une chaîne complexe où la loyauté se mesurait en secret et en obéissance silencieuse. Les investigations conduisirent également à des preuves physiques inattendues. Des documents cachés dans des compartiments dissimulés contenaient des reçus, des contrats et des confirmations de transfert d'argent vers des comptes anonymes. La corrélation entre ces transactions et les communications numériques démontrait clairement que le meurtre de Duval n'était pas un acte impulsif, mais un plan méthodique destiné à neutraliser une menace pour le réseau. Chaque élément récupéré renforçait le récit construit par le journaliste, comme si sa mort avait été la dernière étape nécessaire pour que la vérité éclate, guidée par sa propre anticipation et sa logique. La dimension humaine de l'affaire devint de plus en plus présente. Le moine réfléchit aux motivations et aux craintes de l'assassin. Le besoin de protéger un système qu'il considérait comme vital. La peur de l'exposition et l'arrogance de croire que ses méthodes resteraient invisibles. Ce mélange de peur et de maîtrise révélait une psychologie complexe, où la planification rigoureuse se mêlait à une certaine vulnérabilité. Comprendre cette dualité était essentiel pour cerner non seulement l'acte criminel, mais aussi la dynamique qui avait permis sa réalisation. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, Montreuil mit au jour un élément décisif, un fichier caché contenant une liste de noms et d'adresses, avec des annotations sur leur rôle et leur niveau de complicité. La révélation était explosive. Elle permettait de relier chaque acteur, de comprendre le flux de décisions et d'anticiper d'éventuelles manipulations futures. Le moine sentit l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. La vérité ne se limitait pas à un meurtre, mais exposait un réseau entier de contrôle, de peur et de pouvoir. Dans le silence de l'appartement, les enquêteurs prirent conscience de la dimension symbolique de leur travail. La mémoire de Duval se transformait en guide invisible, chaque preuve retrouvée incarnant la volonté d'un individu déterminé à dévoiler la corruption et l'injustice, même au prix de sa vie. Le moine comprit que la justice allait au-delà de l'arrestation. Elle résidait dans la capacité à relier les faits, à dévoiler la vérité et à restituer à la victime sa voix, même après sa mort. Enfin, les derniers fichiers révélèrent la stratégie finale de l'assassin, un plan de dissimulation et de manipulation destiné à brouiller toutes les pistes et à garantir son impunité. Mais la combinaison de l'intuition humaine, de la technologie et de l'héritage intellectuel de Duval avait permis de contrer cette stratégie. Le moine sentit une satisfaction silencieuse. L'équilibre fragile entre la persistance de la vérité et la puissance du mensonge avait enfin penché en faveur de la justice. Alors que l'aube se levait sur Paris, la lumière nouvelle éclairait non seulement la ville, mais aussi la compréhension complète du réseau, des motivations et des mécanismes qui avaient conduit au meurtre. Le moine et Montreuil savaient que cette enquête resterait gravée dans leur mémoire comme un exemple de la complexité humaine et de la nécessité de persévérer, même face aux structures les plus invisibles et les plus puissantes. Le courage et l'anticipation de Duval, mêlés à la ténacité des enquêteurs, avaient transformé une tragédie personnelle en révélation publique, exposant la vérité et rendant justice de manière indélébile. L'aube baignait Paris d'une lumière pâle, et pourtant, dans l'appartement silencieux, la tension restait palpable. Le moine et Montreuil avaient passé la nuit à analyser chaque détail, chaque fichier, chaque note de Duval. L'assassin était entre leurs mains, mais la vérité qu'ils allaient dévoiler dépassait largement le cadre d'un simple meurtre. Ce n'était pas seulement un visage qui venait d'être exposé, mais l'ensemble d'un réseau, un système complexe où le pouvoir, la peur et le secret s'entrelaquaient pour protéger ceux qui croyaient être intouchables. Le moine observait les documents éparpillés sur la table, les captures d'écran des emails, les vidéos, les notes manuscrites. Tout prenait sens désormais. Le meurtre n'était pas un acte impulsif, mais la conséquence inévitable d'un mécanisme de contrôle, où la vérité menaçait de faire tomber des puissants.
Montreuil, silencieuse, annotait chaque fichier, reliant les noms, les lieux, les transactions. La précision avec laquelle tout avait été orchestré par l'assassin était effrayante, mais l'intelligence et la persévérance humaine avaient permis de suivre le fil jusqu'au bout. Puis vint le moment de confrontation finale, mais cette fois non pas physique mais symbolique. L'assassin, désormais captif, était confronté aux preuves irréfutables. Chaque mouvement qu'il avait pensé invisible, chaque manipulation, chaque email crypté, tout était désormais exposé et compréhensible. Le moine vit sur son visage cette mixture de peur et de calcul. La prise de conscience qu'aucune planification ne pouvait échapper à la perspicacité humaine lorsqu'elle était guidée par le courage et la volonté de vérité. Montreuil projeta sur un écran l'email décisif, celui que Duval avait caché dans un ancien disque dur, l'élément final qui permettait de lier directement l'assassin au meurtre. Les mots, les horaires, les adresses, tout confirmait la logique minutieuse de l'enquête. Le moine sentit le poids de cette découverte. La justice n'était plus théorique, elle était tangible, irréfutable, construite sur la persévérance de l'homme et la mémoire du journaliste disparu. Chaque indice rassemblé devenait un témoignage, une preuve que la vérité pouvait triompher même dans les réseaux les plus opaques. Alors que la lumière du matin s'étirait sur les façades de la ville, les enquêteurs procédèrent à la restitution complète du réseau. Chaque complice, chaque intermédiaire, chaque transaction dissimulée fut documentée et reliée aux preuves matérielles. Le moine comprit que le courage de Duval avait permis non seulement de résoudre son propre meurtre, mais aussi d'éclairer un système entier qui fonctionnait dans l'ombre. La mémoire de la victime s'imposait comme un guide silencieux, une voix qui, malgré la mort, orientait les enquêteurs vers la justice et la vérité. La tension qui avait pesé tout au long de l'enquête laissa place à un mélange de soulagement et de gravité. Le moine observa l'assassin menotté, conscient que la punition judiciaire ne suffirait jamais à réparer entièrement la perte, mais qu'elle constituait au moins un équilibre moral, un rappel que la vérité pouvait émerger même face aux manipulations les plus sophistiquées. Montreuil referma les fichiers, sachant que chaque preuve collectée, chaque email analysé, chaque enregistrement vidéo conservé servirait à prévenir de futurs abus et à honorer la mémoire de Duval. Au-delà des arrestations et des preuves, l'enquête laissait une réflexion sur la condition humaine, sur la façon dont le pouvoir, la peur et la loyauté peuvent façonner des actes extrêmes, et sur l'importance de la persévérance, du courage et de l'intuition pour révéler la vérité. Le moine sentit une émotion intense, mêlant tristesse et admiration pour un journaliste qui, même mort, avait guidé le chemin de la justice. La ville, encore enveloppée dans le brouillard matinal, semblait retenir son souffle en écho à cette révélation. Puis, dans un dernier geste symbolique, les enquêteurs rassemblèrent les fichiers et les preuves, et les archivèrent, conscients que l'histoire de Duval et de son assassin resterait gravée comme un exemple de persistance, de courage et de vérité. La justice avait été rendue, mais le souvenir du journaliste demeurait omniprésent, un rappel que même les crimes les plus soigneusement dissimulés laissent derrière eux des traces, et que l'esprit humain, lorsqu'il est guidé par la détermination et l'intelligence, peut dévoiler la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Alors que le moine et Montreuil quittaient l'appartement, le soleil perçait enfin l'horizon. Chaque pas sur le trottoir mouillé semblait marquer la fin d'un chapitre et le début d'un autre, où la vérité et la justice s'étaient imposées. La ville reprenait son rythme, mais pour les enquêteurs, pour ceux qui avaient suivi les indices de Duval jusqu'au bout, l'expérience resterait gravée comme un rappel éternel de ce que signifie poursuivre la vérité, de ce que coûte la corruption et de la puissance de la mémoire humaine. La justice et la vérité, unies par le courage d'un seul homme et la persévérance de ceux qui l'ont suivi, avaient triomphé. Et dans ce triomphe silencieux, résonnait l'écho immuable de la voix de Duval, qui, même après sa mort, avait transformé sa tragédie en lumière.